Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du TIPE. Je vais décomposer la vidéo globalement en deux grosses parties. Une première partie qui va durer à peu près un quart d'heure où je vais vous refaire la présentation que j'ai faite aujourd'hui du coup. Voilà, c'était tout à l'heure vers 16 heures en gros globalement. Mardi, voilà, bon c'était pas... je vous raconterai donc dans un deuxième temps déjà les questions qu'ils m'ont posées, etc. La discussion qu'il y a eu derrière. Et ensuite, dans peut-être une troisième et dernière partie, je vous donnerai un petit peu le ressenti sur l'épreuve et comment finalement je l'ai vécu. Voilà. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Si le TIP vous en foutez, vous voulez juste avoir le ressenti, un petit peu tout ça, skippez 15 minutes, hein, faites-vous plaisir. Et donc je vais essayer de le faire vraiment comme dans les conditions comme je l'ai fait. Bon, on va voir combien de temps je dure. Là j'ai le téléphone, je vais pouvoir voir un petit peu. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc, mon TIPE en rapport avec le thème de la ville. On va s'intéresser aux erreurs d'un système GPS, c'est-à-dire la différence entre ce que va nous calculer le capteur GPS et la réalité, la distance qu'on a parcourue. Donc finalement un petit peu la précision de ce système. Il faut savoir que des GPS, il en existe de toutes les sortes. On va les utiliser notamment pour les voitures autonomes, pour se rendre à des services. Et nous, celui qui nous intéresse, ça va être le GPS sportif. Et on a remarqué durant une séance de sport autour de la prépa de notre lycée que notre montre connectée ne calculait pas exactement la distance qu'on avait réellement parcourue. Et donc on a voulu s'intéresser un petit peu à... alors il y a un autre truc que je dis normalement, c'est que je montre ce capteur, parce qu'on a utilisé ce capteur. Bref, voilà. Donc nous, on va s'intéresser à comment est-ce que fonctionne le système GPS, quelle est sa précision, quelles sont les causes des erreurs en mesure, et enfin, est-ce qu'on peut finalement comment les régler. Donc voyons dans un premier temps le principe, nous verrons dans un premier temps le principe, rapidement le principe du GPS, puis dans un second temps, je vous décrirai, j'analyserai, j'interpréterai un petit peu les résultats de trois différentes expériences, une statique, une seconde dynamique, puis enfin une expérience qui a pour but de modéliser un petit peu les murs, les obstacles, les bâtiments et la pluie, avec notamment l'eau. Donc premièrement, comment est-ce qu'on se repère à la surface de la Terre à l'aide de nos satellites GPS qui tournent autour de la Terre? Donc il faut savoir que les satellites, ils envoient leur position et l'heure à laquelle ils émettent leurs signaux. Bon, on peut se dire, on évolue dans un monde à trois dimensions, on peut se dire qu'on aura besoin de trois satellites pour calculer notre position. Donc faisons apparaître trois satellites, voilà. Éclaircissons un petit peu le schéma. Et donc on voit que l'intersection de ces trois sphères va être deux points, dont une position absurde. Alors comment éliminer cette position absurde finalement en faisant intervenir un quatrième satellite, qu'on va appeler le satellite correcteur. Bon, maintenant voyons un petit peu l'expérience statique. Il faut savoir que j'ai pris ma montre. Alors petite parenthèse, ça j'avais déjà montré dans ma vidéo TPE avant, en sup, on en avait déjà pris ce bout-là. Mais après tout le reste est nouveau. Donc on a placé la montre voilà, dans un champ un petit peu et on l'a lancée comme si on partait courir finalement, comme si on partait faire un footing, une activité. Sauf que la montre ne bougeait pas. Donc on a voulu un peu connaître quelle était sa dérive, est-ce qu'on pouvait la quantifier. Et il faut savoir que Garmin il nous donne très très peu d'informations sur les caractéristiques techniques de la montre. Et donc pour ce faire, on a dû un petit peu inventer nos propres expériences pour comprendre l'algorithme décisionnel de la montre. Voici les résultats de la première expérience. Ça a duré un quart d'heure, on a parcouru environ 60 mètres et on voit qu'a priori on a un écart qui part un petit peu dans tous les sens par rapport à la position d'équilibre et on n'a pas du tout quelque chose vraiment de très marqué. Bon, maintenant j'affiche d'autres expériences, 1 heure, 3 heures, 10 heures, 19 heures et 22 heures et on voit que plus le temps augmente, plus la dérive stationnaire, la dérive statique plutôt que stationnaire, pardon, statique augmente. On est à presque 10 km sur l'ordre d'une journée. Bon, maintenant on a voulu s'intéresser un petit peu en temps réel et aux données très précises de la montre. On est venu décortiquer donc les fichiers de cette montre. Notamment, on s'est intéressé au temps et à la distance. Il faut savoir que bon, c'est des fichiers qui font plusieurs dizaines de milliers de lignes, il y a plus de 5000 mesures, donc on a eu besoin de Python pour modéliser ces données. Donc, notre programme Python s'est décomposé en deux parties, un programme d'extraction des données, puis un second programme de production de graphiques pour interpréter un petit peu plus ces données. Et avant de passer un petit peu au premier résultat, je voulais vous parler d'un outil que j'appelle le KDE pour Kernel Density Estimation, ou l'estimation par densité de noyau. Comment est-ce que ça marche? Alors, il faut déjà comprendre ce qu'est une gaussienne avant de comprendre le KDE. Une gaussienne, ça vous permet de représenter de manière continue la probabilité de présence d'une distribution aléatoire, mais plutôt pour des distributions symétriques. Et si on utilise des distributions qui sont totalement asymétriques, comme on le voit là sur la gauche de l'écran, je ne sais pas où ce sera, là, je ne sais pas comment je vais faire, mais on le voit, le pic est pas du tout au bon endroit. Le pic d'une gaussienne, pour une distribution asymétrique, est un endroit où il y a très très peu de présence de probabilité. Et donc pour ce faire, on va utiliser une superposition de gaussienne, qu'on appelle donc cet outil le KDE, et on voit à droite que ça modélise bien mieux notre distribution asymétrique. Bon, donc ici j'ai tracé le KDE.
des intervalles de temps de l'expérience 1 heure, c'est-à-dire, si vous voulez, combien de temps est-ce que combien de temps il s'écoule entre deux mesures de la montre. Combien à chaque fois entre deux mesures, en gros, le pic est à 18 secondes, et toutes les 18 secondes, la montre va effectuer une mesure. Voilà. C'est peut-être un peu plus simple pour comprendre comme ça. Donc on va voir si la tendance se répète un petit peu plus globalement. Donc on voit que sur 22 h, 19 h, etc., sur d'autres expériences, on a le pic au même endroit, avec un écart-type plus ou moins grand. Et donc on peut en conclure qu'en statique, en moyenne, la montre effectue une mesure toutes les 18 secondes. Bon, maintenant on peut faire la même chose avec les intervalles de distance. Là on voit que donc, chaque 18 secondes, on a 1 à 2 mètres qui vont être rajoutés finalement. Maintenant ici, je vous ai tracé la dérive statique en fonction du temps. Et tout de suite, on voit qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui va être linéaire. On a une droite qui commence à 0. Et bon, on va essayer d'un petit peu regarder sur la tendance plus globale. Il y a beaucoup cette idée de faire particulier et ensuite global. Donc là, on voit que sur la tendance globale, on a, euh, on a globalement des courbes qui ont le même coefficient à quelques variations près. Donc on va essayer de modéliser ça un petit peu plus par une loi linéaire. Donc on fait la régression linéaire de nos courbes et on trace la moyenne de ces régressions linéaires. On a un coefficient de dérive qui est de l'ordre de 10 cm par seconde, qui est relativement élevé. Je vais revenir après, je vais revenir dessus pourquoi après. Et donc, on va essayer de s'intéresser à est-ce que l'écart, là, on voit entre la rouge et la bleue. Bah non, vous voyez pas ce que je montre, mais entre la rouge et la bleue, on a l'écart qui augmente. On va essayer de le quantifier. Est-ce que cet écart augmente beaucoup ou pas? Pour ce faire, j'ai tracé une enveloppe à plus ou moins 1%, c'est-à-dire que la courbe qu'on voit en haut, on va ajouter 1% de dérive en plus par rapport à la loi prédite. La loi prédite, c'est notre moyenne, là en noir qu'on voit, et à chaque mesure effectuée, je vais rajouter 1% de dérive en plus. Donc ça veut dire que si les courbes, au bout d'un moment, restent très très proches de la courbe noire, donc bien à l'intérieur de l'enveloppe, ça veut dire qu'on aura une précision qui sera supérieure à 99% et inférieure à 1%. Ce sera vraiment très précis. Donc bref, affichons les courbes. On voit qu'au début, forcément, ça sort de cette enveloppe d'1%, mais au bout de 10-15 heures, notre loi est finalement une très très bonne approximation. Donc on a une dérive statique et une précision à plus ou moins 10 cm par seconde, ce qui est très élevé parce qu'on n'a pas pris en compte les algorithmes intelligents de Garmin qui peuvent être des choses par exemple qui vont superposer nos données à des cartes réelles et à des données connues pour réduire les erreurs ou notamment arrêter la montre si jamais elle voit qu'on ne bouge plus. Donc comment est-ce que ça se fait qu'il y a autant d'erreurs? On va avoir plusieurs causes d'erreurs, dont la première c'est ce qu'on appelle la déviation ionosphérique. Alors qu'est-ce que c'est? Globalement, notre satellite émetteur, il va envoyer un signal qui, dans l'idéal, ce serait en ligne droite en fait, sauf qu'il va traverser plusieurs couches d'atmosphère. Donc ce signal va être dévié. Donc les signaux réels sont déviés et cette déviation va dépendre finalement de la composition des sous-couches de l'atmosphère. Comme on le voit ici avec la formule de Feynman, on a que l'indice de réfraction dépend d'une somme sur k atomes, donc sur les k atomes qui composent cette couche. Et donc finalement, le signal réel va avoir une courbure par rapport au signal idéal, ce qui va rajouter un delta donc, de temps et puis d'erreur et donc de distance d'erreur qui va s'ajouter à tout ça. Et ça va être quelque chose qui va dépendre donc, de la composition de l'atmosphère, donc de la météo, donc de facteurs aléatoires et imprédictibles finalement. Bon, maintenant passons à l'expérience dynamique avec une superbe photo. Donc on a réalisé une mesure d'abord donc, de la piste d'athlétisme de 253,5 mètres exactement. Ensuite on a pris un vélo, on a placé 3 capteurs dessus. Premier capteur qu'on voit au premier plan, ça a été le compteur spécial GPS vélo, donc il y a un compteur Garmin, pareil. Ensuite viennent les deux montres, donc la 935 qu'on a à droite et la 735 qu'on a à gauche, puis au fond un compteur mécanique qui sert de témoin, parce qu'il n'est pas du tout GPS celui-ci. Et donc on a fait 3 expériences, une de 25 tours en 20 minutes, 50 tours en 40 minutes et 75 tours en 1 heure, à vitesse constante, à plus ou moins 0,1 km/h. Et donc, on va vouloir s'intéresser un petit peu à tout ça. Alors ici, du coup, je vous ai tracé le KDE des intervalles de temps pour la 735. On a un pic qui est aux alentours de 2 secondes, voilà, à peu près. Donc, ce qui veut dire que la 735, les pointillés représentent les différentes expériences. La 735 prend des mesures en dynamique toutes les 2 secondes. Pour ce qui concerne la 935, en vert, ça va être de 1 à 2 secondes. Et pour la bleue, qui est le compteur GPS vélo, ça va être plutôt 3 à 4 secondes. Bon, maintenant, ici, on voit qu'on a les résultats bruts de nos différentes expériences, donc, enfin, pardon, de notre première expérience avec nos différents capteurs. On a déjà tout de suite que le GPS spécial vélo va être le plus précis, à 6,33. Vous avez les données réelles à 6,33,75 tout en bas. Ensuite viennent les deux montres à 6,38 et 6,36. Enfin, le compteur mécanique qui est beaucoup moins précis que n'importe quel compteur GPS. Bon, on peut afficher les autres expériences, 50 tours, 75 tours, mais en fait, ce qui nous intéresse vraiment, en réalité, c'est l'écart aux données réelles. Donc affichons cet écart aux données réelles. On est à
Par rapport au compteur mécanique, voilà, on monte jusqu'à 300 mètres d'écart sur une heure. Bon, le GPS spécial vélo, on reste sur la dizaine. Et puis on est un peu entre les deux pour les deux montres. Nous, maintenant, ce qu'on va vouloir s'intéresser, c'est comment est-ce que cet écart évolue au cours de l'activité. Étant donné qu'on avance à vitesse constante, si cet écart augmente, enfin si cet écart à réalité augmente, ça veut dire qu'il se passe un problème au cours du temps. Bon, donc ici je vous ai tracé l'écart en valeur absolue entre la mesure GPS et la distance réelle qu'on a parcourue. Ici donc pour le GPS spécial vélo sur l'expérience de 20 minutes. Alors c'est normal tout de suite qu'on ait 60 à 80 mètres d'écart parce qu'en fait on calcule de manière théorique avec une vitesse moyenne constante. Sauf que dans la réalité avec notre vélo, eh ben, on a une petite phase d'accélération, ce qui nous fait tout de suite un petit gap euh, d'erreur. Nous, ce qu'on va s'intéresser, c'est cet écart donc à ce plateau d'équilibre. Est-ce que ça varie beaucoup ou est-ce que ce plateau est relativement stable? Là, on voit que c'est relativement stable à plus ou moins 5 mètres près, autour de 70. Par contre, pour les montres, voilà, ça varie un peu plus sur les 20 minutes, mais ça reste globalement stable en dessous de 80. Par contre, sur l'expérience de 40 minutes, on voit donc tout d'abord que le GPS spécial vélo va complètement exploser, enfin va exploser comme ça, et puis après va redescendre jusqu'à ne plus avoir d'écart finalement à la fin. Tandis que les deux montres au début restent beaucoup plus stables, et aux alentours de 20-30 minutes, elles vont complètement exploser. L'écart à la réalité va complètement exploser, et va croître linéairement, voire même exponentiellement comme ça. On va voir si est-ce que ça se vérifie sur l'expérience de 1 heure tout ça. Bon, sur l'expérience de 1 heure, on a un peu le même phénomène. On a que sur les 30 premières minutes, tout est globalement très très stable, il y a très peu d'écart. Et ensuite, après, le GPS compteur vélo, globalement, il est OK. Par contre, les deux montres, une nouvelle fois, vont exploser leur écart à la réalité, comme ça. Et même la rouge, on voit que la 735, c'est une montre beaucoup moins haut de gamme que la 935, et on voit que c'est beaucoup plus diffus. C'est même moins précis, alors que c'est imprécis. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais le nuage est beaucoup plus élargi. Bon, maintenant je vous ai un peu compilé tout ça et j'ai aussi mis le compteur mécanique. On voit que le compteur mécanique dans tous les cas va être beaucoup moins précis que les compteurs GPS. Ensuite, je vous ai affiché un petit peu les 3 derniers écarts. Donc 1 mètre pour le compteur GPS vélo et puis la centaine de mètres pour les montres. Donc finalement, on peut en conclure que la précision pour la montre ou pour les montres, c'est de 99,5% et 99,99 pour le compteur vélo. Bon, maintenant j'ai voulu mettre un petit peu en évidence comment est-ce que les grands bâtiments pouvaient influer sur, la montre. Je repensais à une question. Je viens de voir cette slide, ça m'a fait penser à une autre question. Bref. Donc on s'est intéressé, voilà, ici il y a la fenêtre en verre, on s'est dit est-ce que le verre a une influence finalement ou est-ce que c'est le grand bâtiment qui a une influence, et puis on a mis 2 cm d'épaisseur métallique grâce au volet, et là on a voulu un petit peu vérifier si vous voulez l'effet de peau, est-ce que l'effet de peau on peut vraiment l'observer comme ça, on a mis 2 cm d'épaisseur métallique, donc on a modélisé ça par les volets fermés. Donc premièrement, j'ai répété l'expérience 10 fois, j'ai mis 10 fois la montre au bord de la fenêtre avec les volets ouverts, donc c'est-à-dire juste entre guillemets le verre ou le bâtiment pour influer sur les ondes. Et on voit que la dérive est beaucoup plus importante déjà que la loi linéaire. La loi linéaire en rouge, c'est la loi qu'on a définie dans la partie 1 qui correspond à la dérive statique lorsqu'on est dehors, un peu éloigné de tout bâtiment. Et on voit déjà que cette dérive, à cause des bâtiments ou à cause du verre, est dans tous les cas pour les 10 fois plus importante. Alors pourquoi ça? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Bon, il y a ça, on s'en bat les couilles. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Alors, il y a notamment une cause des erreurs qui s'appelle le phénomène de multitrajet. On va avoir au niveau des grands bâtiments ou éventuellement des arbres, le signal de notre satellite ne va pas aller forcément directement vers le récepteur, mais peut-être réfléchi par un bâtiment. Et donc, ce qui va ajouter un petit delta donc de distance en plus, et donc une erreur supplémentaire due donc à cette réflexion. Bon, maintenant j'ai fermé les volets et c'est bizarre, on a beaucoup moins de dérives. Alors pourquoi est-ce qu'on a beaucoup moins de dérives? Non pas parce que c'est plus précis avec les volets fermés, mais parce qu'en réalité on a beaucoup moins de mesures. Il faut savoir qu'avant on était sur 5000 mesures ou 1000 mesures, et là on est plutôt sur la centaine de mesures avec les volets fermés. Donc qui dit moins de mesures, dit moins de chances entre guillemets de faire des erreurs, donc il y a moins de dérives à la fin. Bon. Maintenant qu'on a vu que l'effet de peau marchait avec le métal, je me suis intéressé un petit peu à la réduction de l'angle solide de contact entre le satellite et notre capteur GPS de sport. Donc pour ce faire, j'ai utilisé, attention, non pas en métal, mais en PVC. Alors la vraie raison, c'est que j'avais pas de tube en métal, du coup je pouvais pas le faire avec le métal. Du coup j'ai fait vite fait avec le PVC. Et donc j'ai réalisé plusieurs expériences, j'en ai mis une fois à la surface, à 10 cm, etc., jusqu'à 1 mètre, pour réduire l'angle solide de contact, donc, et essayer de regarder si en réduisant cet angle solide, c'était moins précis. Sauf que c'est du PVC. Ce qu'on observe, c'est qu'à la surface, quand on n'a pas de PVC, on a quelque chose qui est une dérive qui est beaucoup moins importante que toutes les dérives lorsqu'on le met à n'importe quelle profondeur. Ça nous donne plusieurs choses comme indication que
on peut pas mettre en évidence la réduction de l'angle solide et son impact, parce que déjà ça n'empêche pas du coup les ondes de passer à côté. Et ensuite que le PVC va altérer entre guillemets les ondes, mais que peu importe la profondeur à laquelle on a mis le satellite, ça va pas changer. Bon voilà. Ma dernière expérience, ça a été de plonger la montre sous à peu près 10 cm d'eau. Alors pourquoi la plonger, ou 10 à 15, c'est écrit 15 cm d'eau? Alors, dans un but de modéliser un petit peu la pluie, ou en tout cas un fort taux d'humidité, ou voilà, des fortes précipitations, et un petit peu voir comment est-ce que ça influençait. Alors là, on n'a quasiment pas eu de mesure finalement. L'eau a agi comme un effet de peau très puissant, et on est sur cette fois la dizaine de mesures pour une expérience. J'ai réalisé l'expérience 5 fois cette fois, et on voit que la loi de dérive statique, donc le 1 heure là en violet qui explose complètement, est complètement disproportionnée par rapport à la dérive qu'on observe dans l'eau. Alors ça, j'ai pu le vérifier de manière théorique. En faisant les calculs, on trouve que l'effet de peau dans l'eau pour donc, ces ondes GPS qui sont de 1,9 GHz est de l'ordre de 10 cm. Pour conclure, au départ de notre TIPE, nous voulions faire nos propres calculs en récoltant les données émises par les satellites, sauf que pour des raisons de secret défense, on n'a pas pu accéder donc, à ces données de satellites et on s'est rabattu sur ces différentes expériences. En second temps, j'aimerais vous dire qu'on a pris la montre de manière la plus brute possible, sans tout ce qui est algorithme intelligent et les manières de réduire les causes des erreurs. Nous, on a voulu les mettre en évidence. Troisièmement, ces causes des erreurs, elles peuvent être évitées, notamment avec des moyens importants. On a vu que la déviation ionosphérique dépendait un petit peu, dépendait même beaucoup de la composition météorologique, la composition de l'atmosphère, donc de la météo, et avec des satellites météorologiques très performants, on peut un petit peu réduire cette marge d'erreur. Maintenant, le système GPS, ça reste très précis. On l'a vu de l'ordre du mètre pour un système comme ça, domestique. Et on va être de l'ordre du centimètre, voire du millimètre pour des usages pour la défense. Voilà. Alors, premièrement, bon, j'ai tenu 15 minutes 40. C'est parce que bon, j'ai fait des petits détours, machin et tout. Mais tout à l'heure, il faut savoir que déjà, quand ils m'ont levé la pancarte de minutes, je regardais pas parce que je leur ai expliqué mon schéma. Donc il a fait comme ça pour me dire, frérot, regarde, quoi, tu vois. Bon, là, je peux me remettre un peu plus au milieu. Donc comment est-ce que ça s'est passé? Déjà les questions, ils m'ont déjà, j'ai à peine enlevé le truc, ils m'ont déjà bombardé de questions. Et les questions finalement, en fait, si vous voulez, déjà je vais vous expliquer un petit peu comment ils étaient pendant ma présentation. Pendant ma présentation, ils étaient un peu zombies. Si vous voulez, ils étaient, alors j'espère ils vont pas regarder ces vidéos, ils vont pas le prendre mal, c'est pas comme vous, hein, mais voilà, vous aviez pas l'air passionné par ce que je racontais. Pourtant, voilà, j'ai essayé de mettre un peu de vie dedans, je parlais un petit peu, je faisais des petites interactions. Puis ce qui est important quand vous essayez de parler, c'est que faut pas débiter en continu, des fois il faut marquer des petits arrêts, et les petits arrêts ça permet aux gens, tu vois, oh pourquoi il s'est arrêté, et hop là ça les remet dedans. Donc je marquais les petits arrêts, voilà, je parlais un petit peu avec les mains, un peu comme je vous ai fait ici. Bon ici c'était pas tout à fait pareil, mais c'est dans le même ordre d'idée. Voilà, j'ai essayé de capter leur intention, je les regardais bien dans les yeux, et puis je montrais ces choses-là, mais voilà, ils étaient comme ça tout le long. Et puis bah, je pense après aussi, ils doivent en voir 20 par jour pendant un mois, ça doit être relou au bout d'un moment, et puis ils ont plein de données qui arrivent là. Mon truc, je l'ai condensé, il pouvait tenir en 1 heure, j'avais tellement de choses à dire en plus, mais j'ai dû le condenser, le recondenser et faire que ça pendant 3 mois. Donc finalement, si vous voulez, bah, je pense qu'il y avait beaucoup d'informations, et pour quelqu'un qui l'a jamais vu, comprendre un peu les subtilités et pouvoir poser des questions intéressantes, ça devait être dur parce que c'est pas dur. C'est pas dur, hein. Il y en a, ils ont fait des TIPE de fous furieux, hyper dur et tout. Moi, c'est vraiment pas dur. Mais il y a quand même des petites subtilités physiques, ou comme pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire ces expériences, etc. Pourquoi on n'en a pas fait d'autres, pourquoi j'ai montré elle, etc. Donc voilà, c'était intéressant. Mais bref, donc pour les questions, on m'a posé des questions, plusieurs types de questions, notamment, on m'a posé, la première question, c'était sur le M-code. Ça a été, vous parlez de calcul de relativité restreinte, etc. Alors, je vous laisse revoir la vidéo, mais il n'y a aucun moment dans mon exposé où je parle de relativité restreinte. Et en fait, je ne sais pas s'il était à côté de la plaque, ou si vous voulez me piéger, ou si j'ai mal écrit sur le M-code, mais je crois pas. Sur le M-code, en fait, il a lu et il a dit, bon, bah, il fait des calculs de relativité restreinte. Donc, première question, elle était en mode... bon, bah, comment est-ce que vous avez fait ces calculs de relativité restreinte? Il croyait, je pense, pendant mon exposé, que j'avais parlé de relativité restreinte. Alors que pas du tout, j'en ai jamais parlé. Donc je regarde, je fais, non, justement, je parle jamais de relativité restreinte dans mon exposé. Il dit, bah si, c'est écrit et tout, à un moment dans votre exposé. Donc là, je dis, ok, puis je vois, il tient un truc. Je dis, ah, donc c'est peut-être dans le même code que c'est écrit. Donc là, il dit, oui, c'est écrit là. Et donc là, je lui explique, je lui dis, bah non, justement, comme je vous dis à la fin, on n'a pas pu réaliser nos propres calculs parce qu'on n'avait pas les données, et la relativité restreinte est à prendre en compte dans les calculs lorsqu'on dispose des données des satellites. Donc on n'a pas utilisé la relativité restreinte. Et là il était un peu sceptique en mode ok tu m'as arnaqué frérot, alors que bah pas du tout en fait, c'est ce qui est écrit. Voilà, donc déjà ça met pas en confiance, j'ai l'impression qu'il était à côté de la plaque quoi. Et puis après ça on a eu plusieurs retours pareils, mais c'est qu'ils posent vraiment des questions un peu, on a l'impression qu'il est à côté où ils ont limite pas écouté. Alors après bon je sais pas pourquoi. Et j'ai eu d'autres questions. Alors je vais repasser un peu les slides.
pour vous montrer un petit peu les autres questions que j'ai eues. Par exemple, là, j'ai une question. euh, Alors oui, j'ai une question. J'étais là-dessus, je crois, sur le PVC. Il m'avait posé une question. Comment est-ce que vous pouvez mettre en évidence que le PVC agit sur les ondes? Donc moi, je leur ai dit, bon, il y a peut-être un petit effet de peau dedans ou quelque chose qui va venir déranger les ondes. Et il me dit, un effet de peau dans le PVC? Donc je lui dis, bah non, mais dans la pratique, on observe. Et donc là, je lui remonte ce graphique que je lui avais expliqué, hein. On observe que lorsqu'on met pas de PVC, bah, on a une dérive qui est beaucoup moins importante que lorsqu'on en met en travers sur le trajet des ondes finalement. Donc je lui explique ça. Ensuite, il me dit, mais alors, sous la pluie, il se passe quoi quand vous mettez votre montre? Donc là, bah, je remonte ça et je dis, bon, bah là, voilà, on l'a mis dans l'eau, on a simulé la pluie. Finalement, même si c'est un peu exagéré, mais bon, on essaye de faire comme on peut, hein. On peut pas commander la météo non plus pour faire nos expériences sous la pluie. On n'avait pas assez de temps. Et donc là, j'ai expliqué, bah non, on va regarder. Là, j'ai modélisé comme. En fait, le problème, c'est que j'ai peut-être trop dit, comme je vous l'ai expliqué avant, j'ai modélisé la pluie avec une bassine d'eau, etc. Et donc là, on voit qu'il y a très peu de dérives. J'ai l'impression qu'il n'avait même pas capté que j'utilisais, qu'à un moment, je parlais de la pluie. Donc bref, il m'a parlé de ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Euh, Ah oui, on m'a posé une question. Ah oui, on m'a dit, est-ce que le fait qu'il y ait des erreurs lorsque vous mettez la montre indoor, la dame, elle devait être, je pense, étrangère. Ça devait être une thésarde étrangère ou une prof, parce que des fois, elle utilisait déjà, elle parlait pas hyper bien, et ensuite, elle avait comment on appelle ça? Des fois, par exemple, elle utilisait des expressions indoor, au lieu de dire à l'intérieur du bâtiment, je comprenais pas bien. Mais bref, on s'en fout. Mais elle disait, est-ce que c'était pas prédictible qu'il y ait des erreurs lorsque vous êtes à l'intérieur? Du coup, je retourne là, je dis, bah si, on a vu qu'il y a des phénomènes, la théorie, elle me dit qu'il y a des phénomènes de multitrajet, etc. Et ensuite, à la fin de l'exposé, elle m'a parlé d'un truc. En gros, elle m'a dit, oui, mais est-ce que vous connaissez tel effet? En mode le multi-rebondissement ou un truc comme ça. Et donc là, je lui dis, bah oui, mais c'est le multitrajet généralisé, madame. C'est comme ce que j'expliquais le multitrajet, mais un peu de partout et tout. Et là, elle me regarde en mode oui, ok, d'accord. C'était lunaire, c'était tellement bizarre. C'est dommage en fait. Je pense qu'il y en a, ils ont bossé pendant 1 an et demi à fond dessus. Moi, j'ai pas non plus énormément bossé. J'étais assez efficace quand même, donc j'ai pas perdu beaucoup de temps sur ça. Puis j'ai passé les trois quarts de mon année de SP à rien faire en TIPE, quoi. Mais bon, ce que je conseille pas forcément, hein, s'il y a des gens qui regardent, mais voilà. Et donc, voilà, mais des gens qui ont bossé à fond et tout, et puis t'as l'impression qu'ils sont si peu intéressés. Bon voilà, ça fout un peu les morts. Après, l'important c'est d'avoir la note, on n'est pas non plus en école, c'est pas un projet pro ou quoi, mais bon, c'est un peu relou. Bref, on m'a posé d'autres questions, notamment pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai mis un volet? Donc là, bah, j'ai réexpliqué, ça a été pour montrer l'effet de peau, etc. Voilà, bon, un peu relou. On m'a demandé d'interpréter ces courbes-là. Voilà. Elle m'a dit, est-ce que tu peux interpréter ces courbes-là? Alors moi j'ai dit, bah bon, je vous ai déjà expliqué, mais je peux les réexpliquer, ça me gêne pas. Alors là on voit, donc j'ai refait toute l'interprétation, etc. Je l'ai regardé, puis autre question. Oui, il faut savoir qu'il y avait un monsieur, il a posé pendant 5-10 minutes toutes ces questions, et ensuite il a dit, bon bah à toi, et la dame a posé toutes ces questions pendant 5 minutes, enfin pendant le temps qui restait. Voilà, donc on m'a demandé d'interpréter cette courbe-là. Bon bah je l'ai fait, vous voyez. Ensuite, autre chose qu'ils m'ont demandé, ça a été. Alors ils m'ont demandé déjà pourquoi est-ce qu'il y a des erreurs. Alors j'ai l'impression que je leur ai expliqué 3000 fois, donc je leur ai expliqué aussi la déviation ionosphérique. Ils m'ont demandé aussi en quoi cette diapositive me permettait de finalement quantifier l'écart. En quoi ça me permettait de valider l'interprétation. Ils m'ont demandé pourquoi est-ce que je ne l'ai pas tracé à 0,7%. Vraiment, la question elle était lunaire, moi je vous le dis. Donc je leur explique que bah là, elle me permet de valider parce que ça me dit qu'en gros, on est à 1% de précision par rapport à la moyenne qui représente une loi de dérive. Ils me disent ok, c'est bizarre, et t'as essayé de le tracer à 0,7? Alors je leur explique que oui, j'ai tracé à plusieurs pourcentages, 0,5, 2, 10, 0,7, etc. Donc oui, je l'ai vraiment fait, je l'avais vraiment fait pour vraiment fitter au mieux possible. Mais j'ai décidé de laisser à 1%, parce qu'1% c'est un peu un truc rond, souvent on dit 1% d'écart, voilà, c'est un truc qui va bien. Ils me regardent en mode ok. Genre, ils paraissaient jamais convaincus de ce que je disais. Bref, et ensuite on m'a demandé le. Alors elle me l'a demandé en anglais, la dame. En gros, le root mean square, ça va être un truc comme ça. Donc en gros, j'ai compris le R carré un petit peu, le coefficient de corrélation. Au début, j'ai pas trop compris ce qu'elle me disait, le coefficient de corrélation. Et on les avait eus, mais je les ai pas notés. Elle me les a demandé. Je lui ai dit que c'était très 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 précis et que j'avais pas les chiffres sous la main comme ça, mais qu'on avait eu des très bonnes approximations. Et ensuite, elle me dit vous avez dû faire une dataset, donc une base de données pour votre truc. Quelle est la taille de votre base de données?
Alors là, je la regarde, et déjà, je dis, bah, on n'a pas fait de base de données, enfin, on n'a pas utilisé du SQL ou de grosses bases de données. Moi, j'avais un dossier où j'avais tous mes fichiers en TXT, parce que je les télécharge en TCX et je les mets en extension TXT, et puis après, je les traite avec Python. Et donc, je lui dis, bah non, mais voilà, j'ai fichier. Ah oui, bah combien ils font vos fichiers? Alors moi, là, j'en sais rien, mais un fichier comme ça fait. Quand vous faites du texte classique, c'est 30 à 50 KO. Là, il y avait beaucoup de lignes, donc j'ai dit 300 KO, et puis ça doit être cet ordre de grandeur. Donc on a 300 KO fois 10 fois 20. Voilà, on a 2-3 MO, quoi. Je pense que c'était ce genre de choses. Ouais, je la regarde, elle me regarde. Bon, voilà. Voilà, c'est tout ce genre de questions. En fait, il n'y a pas eu vraiment de questions de fond sur la démarche, sur qu'est-ce qu'on a fait, sur. Voilà, bon, elle me demande un coefficient de corrélation, mais qu'est-ce qu'on en a pété d'un coefficient de corrélation? Ah oui, si, elle me demande aussi, est-ce que c'est une bonne approximation dans votre cas à la régression linéaire? Donc là, je lui dis, bah, comme je vous l'ai dit, on a plus de 5000 mesures, 5000 points, ça veut dire. On a 5000 points et on voit qu'il y a un R carré qui est super, super proche de 1, et donc on a une super approximation. Et donc ensuite, j'essaie de un peu divaguer sur autre chose pour vraiment raconter des trucs, parce que les questions étaient tellement débiles. Donc je dis, enfin pas débiles, parce que s'ils regardent ça, ils vont me dire, non, c'était pas débile, mais enfin, c'était des questions vraiment j'ai trouvé en tout cas moi pas intéressantes et pas qui s'attardaient sur précisément ce que j'avais fait. C'était juste des questions un peu random qui posent à tout le monde. Voilà, est-ce qu'une régression linéaire c'est bien? Bon, bah, tu veux que je te dise quoi, frérot? Je sais pas. Et donc j'aurais dit, bon bah par exemple le KDE on l'a étudié, on a vu qu'il fallait entre plusieurs centaines de points pour que ce soit très précis, etc. Mais je me suis pas attardé là-dessus parce que c'est le travail de mon collègue ça, donc j'ai juste dit ça vite fait en passant. Voilà. Autre chose qu'ils m'ont demandé, j'ai oublié, j'étais en train d'y réfléchir là, j'y ai pensé, puis j'y ai plus pensé. Euh, bon, ça va peut-être me revenir. Qu'est-ce qu'ils m'ont demandé d'autre? Ah oui, ils m'ont parlé des librairies Python. Il est dit dans votre machin. Alors oui, ça doit être ce moment-là où ils ont utilisé. En fait, je leur ai passé. Alors attendez. Euh, Ne bougez pas. Voilà, j'ai ça. Et donc ça, si vous voulez, il y a euh, une vingtaine de pages de tous mes programmes Python que j'ai codés, etc. Avec tous les graphiques possibles, tout ça et tout. Donc ils m'en ont jamais parlé. Et à la fin, elle m'a dit, elle m'a posé des questions et je viens de me rendre compte, elle a dû regarder ça. Elle a dit oui, c'est quoi la bibliothèque cp.stats, KDE, import, machin et tout. Donc là, moi je savais, j'aurais expliqué que c'était une bibliothèque Python où j'importais mes outils pour parce que j'allais pas coder mes propres outils statistiques. Donc là, elle a dit ok, et c'est quoi le machin Seaborn NCS, machin avec des noms à coucher dehors. Et donc là, j'ai pu utiliser pour la première fois l'annexe, sauf que c'était la dernière question, ou l'avant-dernière. Donc là, bah, si vous voulez, bon, je vous remonte tout ça, bon, on s'en fout. Voilà, l'annexe, j'ai mis deux trois trucs que j'avais pas parlé. Donc notamment un peu plus de description gaussienne, ce graphique que j'adorais, voir la présentation de la dernière, j'en parle. Et donc ça, j'ai utilisé un module qui s'appelle, bon un truc, on s'en fout, pour tracer ce graphique. Donc j'aurais aussi expliqué ce graphique qu'à la base j'avais mis lui, c'est pour ça qu'il y a le module dedans, etc. Et donc ensuite, je crois que c'était terminé, ils m'ont dit bon bah merci, le temps est écoulé, au revoir. Genre c'est hyper, il n'y a pas de ok, ça va. Enfin bon, c'est un concours aussi. Donc voilà, donc là il y a d'autres choses, voilà, vous voyez, il y a d'autres graphiques complémentaires. Là, c'est notamment tout ce qui va être KDE, intervalle de temps et de distance, mais pour les expériences où j'en ai pas montré. Voilà, bon, il y en a plein, hein. Ici, il y a l'ascension totale, parce que du coup, on a une déviation selon XY, mais aussi selon Z, comme ça. Ici, c'est un petit peu les calculs simplifiés quand on fait de la trilatération pour notre GPS. Ici, donc, j'ai le calcul, c'est pas un truc qu'on fait en cours, ça, mais bon, c'est pas bien dur, hein. Faut résoudre une équation du second degré, enfin, un k carré avec une partie réelle et une partie imaginaire. C'est un vrai complexe. Et donc, on trouve, alors je sais pas comment ça va se passer, mais voilà, on trouve que l'épaisseur de peau, c'est ça, la formule de l'épaisseur de peau. Et on a 7 delta, donc 7 delta, on est je crois à 99, plus de 99% d'annulation, on est à 10 cm, avec 1,6 GHz qui est à la bande de fréquence d'un système GPS. Voilà, donc j'avais ça, mais ça du coup ils m'en ont jamais parlé. Et puis ensuite j'avais un petit peu mes codes, je les ai pas tous, mais j'en ai mis un peu. Puis ensuite j'avais deux trois trucs sur les incertitudes, comment est-ce qu'on a pris ça en compte, et ensuite mes sources. Parce qu'il y a deux trois images que, voilà. Les graphiques, c'est tout moi qui les ai faits. Les schémas aussi, c'est moi qui les ai faits sur Google Draw, tout simplement. Vraiment, il y a 100% des choses. Les photos, c'est ma montre. C'est tout 100% fait maison, si vous voulez. Sauf bah, ces trois photos. Voilà. Ces trois photos, une voiture, une photo de voiture, une photo des services et une photo de mon Strava. Si, c'est Strava, ça. Avec une petite allure. Enfin bref, on s'en bat les steaks. Voilà. Donc, que dire? Parce que là, ça doit faire un bail de temps. 30 minutes que je parle déjà. Que dire sinon sur le TIPE? Je m'attendais à quelque chose.
Je savais qu'ils en passaient beaucoup, ils s'en battaient un petit peu les steaks de ton truc, et des fois il y en a qui dorment, etc. Déjà, il faut savoir qu'ils vous envoient une heure d'arrivée, donc qui est 15h55 pour ma part. Ils vous appellent pas avant 16h15, et ensuite ils vous disent que vous passez à 16h40 ou 16h45. Donc déjà, en fait, moi je suis arrivé en avance, parce qu'au lieu de 15h55, je suis arrivé vers 15h. Donc si vous voulez, j'ai attendu 2 heures avant de passer, quoi. Donc c'était long, ça. Alors que les autres euros, t'arrives 10 minutes avant, il te prend direct, hop là, tu fais ton truc, tu te casses, et puis c'est ok, quoi. Ça dure une heure. Là, ça durait longtemps, bon, on s'en fiche, c'est qu'une fois. Voilà, l'organisation est plutôt pas mal, on vous guide, c'est très très guidé. Alors ensuite, voilà, c'est hyper réglementé, hyper quadrillé, le TIPE, il n'y a pas du tout de discussion. Comme je pense, il y en a qui ont passé là, dans la classe, etc., les TIPE-ENS. TIPE-ENS, il y a vraiment plus une discussion de fond sur ce que vous faites. Enfin bon, c'est une vraie épreuve intéressante. Là, c'est juste, vous déballez pendant 15 minutes tout ce que vous savez sur le truc, et après, on vous pose des questions débiles et vous essayez de répondre sans vous mettre dans la sauce. Voilà. Donc, bah écoutez, ils ont pris ça, voilà, ils les ont gardés. J'ai essayé de leur. Au début, je suis rentré, je leur ai dit, est-ce que vous voulez maman? C'est avec ça que j'ai utilisé pour faire une partie de mon truc. Il m'a regardé, il m'a fait non, non. Ok, pas besoin de m'agacer. Voilà, bon, c'est une réaction à chaud aussi, attention, je tiens à le dire. C'est une réaction à chaud parce que bah voilà, ça s'est passé tout à l'heure. Et puis après, je me suis baladé dans Paris, je suis revenu et j'ai tourné la vidéo. Voilà. Que dire d'autre sur le TIPE? Bah, globalement, je pense que c'est bien du moment que vous apportez beaucoup de touches personnelles et beaucoup d'expérience. N'hésitez pas à me dire le sujet de votre TIPE en commentaire, si ça s'est bien passé. Comment est-ce que vous, ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait des questions vraiment sur le fond ou des questions pas du tout sur le fond? Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura éclairé, ça vous aura amusé de voir un petit autre TIPE qui est bon, voilà, un TIPE assez classique. Globalement, j'étais jamais dans le rouge, donc voilà, j'espère quand même avoir une bonne note parce que c'était pas. Je pense que c'était pas inintéressant non plus. Ou peut-être que je suis tout seul dans, dans ma bulle. Voilà. Mais en tout cas, bah écoutez, voilà, moi je vais poster la vidéo. Et puis sur ce, bonne chance pour la fin de les euros. J'ai juste passé l'anglais à Centrale hier. Et puis demain, j'ai maths physique, jeudi le TP et vendredi maths physique encore une fois. Donc on se retrouve le week-end prochain pour un petit peu le débrief de Centrale. Et la fin des euros, les vacances. Ciao!